Il est pile 22h, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Tout de suite, voici les titres. Le haut-commissaire du HCR, accompagné d'une forte délégation ministérielle, s'est rendu à Ali Adi. Et en Afrique du Sud, le parti au pouvoir, l'ANC, s'est réuni aujourd'hui pour élire son nouveau chef en remplacement de Jacob Zuma. Bonsoir. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a reçu aujourd'hui la secrétaire d'État britannique pour le développement international et membre du Parlement, Madame Penny Mordaunt, qui est en visite de travail à Djibouti. Elle était accompagnée de l'ambassadrice du Royaume-Uni, accréditée à Djibouti avec résidence à Addis Abeba, ainsi que du consul honoraire du Royaume-Uni. L'entretien a permis aux deux interlocuteurs de se féliciter de l'excellence des relations bilatérales existantes entre les deux pays et d'aborder donc des questions régionales d'intérêt commun, notamment la question de la paix et de la sécurité et de la problématique des réfugiés dans la région de la Corne d'Afrique. À ce sujet, la secrétaire d'État a tenu à saluer l'engagement de Djibouti dans le maintien de la paix et de la sécurité en Somalie, ainsi que pour sa générosité pour ce qui concerne l'accueil des réfugiés fuyant les conflits affectant les pays de la région. La secrétaire d'État a réitéré la ferme volonté du gouvernement britannique de respecter, malgré le Brexit, ses engagements financiers pour ce qui concerne donc la MISOM et d'autres programmes en cours. Elle a particulièrement tenu à remercier le gouvernement djiboutien pour ses efforts déployés en réponse à la crise au Yémen, ainsi que pour l'hébergement du World Food Programme Hub. De son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne s'est réjoui de l'engagement renouvelé de la Grande-Bretagne pour le maintien de la paix et de la sécurité dans la région et dans le monde, et a réaffirmé le soutien de la République pour toute initiative, notamment britannique, destinée à ramener la paix et la sécurité dans cette région qui a trop souffert donc des conflits. Je vous le disais en titre, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, dans le cadre de son séjour à Djibouti, s'est déplacé au camp des réfugiés de Ali Adi, accompagné d'une forte délégation ministérielle. Et Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Comment et dans quelles conditions a été accueilli donc, le haut-commissaire du HCR et la délégation donc, ministérielle qui l'accompagne? En grande pompe, donc effectivement, Asma, le diplomate tunisien et sa délégation ont été accueillis à leur descente d'avion donc par le ministère de la Santé, Dr Jamal Maoukié, le ministre du Travail, Hassan Idriss Samrié, la secrétaire d'État à la Solidarité, Mouna Ousmane Adan. De nombreux officiels étaient également présents, à l'image de représentants de la Banque mondiale à Toussek, de représentants du HCR, du secrétaire exécutif de l'ONARS. À noter également la présence de l'envoyé spécial de l'UNHCR pour les réfugiés somaliens. Le cortège de la délégation s'est ensuite dirigé vers le lieu de la cérémonie où était rassemblée une impressionnante donc marée humaine venue de tous les villages d'Ali Adi et de ses alentours pour acclamer en grande pompe le haut-commissaire aux réfugiés, donc Filippo Grandi. L'accueil s'est déroulé dans une ambiance de fête, de communion hors du commun. Donc, enfin, au nom de leur communauté respective, le chef de village d'Ali Adi, Hassan Samrié, et le représentant des réfugiés, M. Omar Yassine, ont tous deux donc souhaité la bienvenue à M. Filippo Grandi et à sa délégation. Et dans quel contexte intervient cette visite du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés? Et oui, donc Asma, cette visite intervient suite à la déclaration de la déclaration de Djibouti, la signature aussi de deux décrets le 7 décembre par le président Ismaël Omar Guelleh marque l'entrée en vigueur de ces nouvelles lois qui facilitent également l'accès aux réfugiés et aux centres sociaux tels que les services de santé, d'éducation, et offrir ainsi des opportunités d'emploi pour les réfugiés se trouvant dans notre pays. Ces nouveaux développements faisaient partie des engagements pris par le président Ismaël Omar Guelleh au cours des sommets des dirigeants de l'année dernière suite à l'adoption de la déclaration de New York pour les réfugiés
et les migrants. C'était donc en septembre 2016. Ces changements font aussi partie de l'application cadre d'action globale pour les réfugiés énoncée donc dans la déclaration qui vise à améliorer l'autonomie des réfugiés, leur inclusion. Cette évolution fait partie aussi d'un accord entre le gouvernement et la HCR qui s'était donc tenu en août donc cette année pour assurer une éducation de qualité à tous les enfants réfugiés en les incluant dans le système éducatif national. Merci pour cette analyse. Et justement, le commissaire s'est dit réjoui de l'exemplarité singulière de l'accueil et de la fraternité des Djiboutiens à l'endroit des réfugiés et plus particulièrement à Ali Adi. Il a salué cette politique d'ouverture et d'accueil pratiquée par les autorités djiboutiennes depuis l'indépendance du pays. Nous l'écoutons. C'est un grand plaisir de pouvoir aujourd'hui le faire par le biais du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Santé, du ministre du Travail et de la secrétaire d'État aux Affaires sociales. Ils m'ont fait l'honneur de m'accueillir ici avec les autorités locales. Je vous prie, Madame et Messieurs les ministres, de transmettre mes remerciements, les remerciements du HCR et de la communauté internationale à Monsieur le Président de la République. Et je voudrais remercier également la communauté locale ici à Ali Adé qui pendant des décennies a hébergé et soutenu des réfugiés. Le deuxième but de ma visite, c'est de constater de mes propres yeux la situation des réfugiés et des communautés locales à Djibouti. Et je peux vous dire que je suis très satisfait, très impressionné même par ce que je vois. Et surtout, je voudrais dire que combien je suis impressionné par le niveau d'inclusion, les politiques d'inclusion du gouvernement en matière de santé, en matière d'éducation et en matière sociale. Et je remercie également la Banque mondiale par le biais de son représentant, la banque qui est devenue un partenaire primaire du HCR à travers le monde et que ici aussi œuvre en soutien des communautés autochtones et des réfugiés dans des domaines essentiels. Et finalement, le troisième but de ma visite, c'est de donner visibilité à la générosité de Djibouti et d'en parler au monde entier. Entre-temps, nous continuerons à compter sur l'hospitalité du peuple et du gouvernement de Djibouti. Madame, Messieurs les ministres, vous représentez un pays qui est champion de la cause des réfugiés. Je peux vous assurer que je vais être un champion et un ambassadeur pour Djibouti dans le monde. Et de son côté, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Mona Ousmane Adan, a réitéré le soutien de son département au profit des réfugiés par le biais des programmes d'aide gouvernementale mis en œuvre par l'ADDS. Voici ses propos. Monsieur le haut-commissaire chargé des réfugiés, chers représentants et partenaires au développement, je voulais à mon tour également vous souhaiter la bienvenue dans cette localité de Ali Adé, dans la région d'Ali Sabi. Il nous est fait honneur aujourd'hui de recevoir le haut-commissaire chargé des réfugiés à Djibouti pour une visite de courte durée, et ceci dans un cadre vraiment agréable dans cette région du Sud. Monsieur le haut-commissaire, sans vous citer, vous avez salué dans votre discours de la journée mondiale 2017 les communautés et les populations qui dans le monde entier accueillent parmi elles les réfugiés et les déplacés internes qui leur offrent refuge et qui leur font une place dans leurs écoles, dans leurs lieux de vie et dans leur société. Depuis plus de 25 ans, la République de Djibouti, les réfugiés vivent en exil à Djibouti, à Ali Adé, étant l'un des 3 sites en comptant celui de Holhol et celui de Markazi, et le plus ancien étant celui de Ali Adé. Celui-ci est devenu aujourd'hui un creuset culturel de par la fusion de nationalités, de cultures et des ethnicités. Si on doit aller vers une réponse plus globale pour ces réfugiés, la République de Djibouti, à sa tête, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, et de son gouvernement, s'est engagé
lors du sommet des dirigeants pour les réfugiés en septembre 2016 à inclure les réfugiés dans les programmes nationaux de l'éducation et du système de santé. Respectant ses engagements en janvier 2017, le président a promulgué une nouvelle loi louable et progressive pour les réfugiés. Et quant au ministre de la Santé, Dr Jamal Meriki, il a mis l'accent sur les mesures gouvernementales conformément aux directives du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en matière de la prise en charge sanitaire des réfugiés qui bénéficient donc des prestations médicales au même titre que la communauté d'accueil. Voici un extrait de son intervention. Notre pays accueille depuis de nombreuses années des populations migrants et réfugiés au nom de sa conscience morale et de ses idées qu'il se fait de l'humanité. Conformément à la vision de son Excellence le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, l'accueil, la générosité, la solidarité sont les valeurs qui nous honorent et une tradition que nous perpétuons malgré toutes les difficultés que cela représente pour les services publics et les communautés hautes, ici à Ali Adé, à Holhol, à Obok, mais aussi à l'intérieur de tout le pays. Nous étions heureux de lancer, il y a quelques jours à PK51, à la tête de la délégation, mon ami le ministre de l'Intérieur, dans la région de Darta, un projet de clinique mobile destiné à l'assistance médicale des migrants en situation de vulnérabilité qui traversent régulièrement notre pays pour se rendre vers les pays du Golfe ou les pays d'Occident. Nous voici aujourd'hui réunis à Ali Adé où se trouve un village. C'est un village où vivent des frères venus de tous les horizons et aussi de Djibouti pour discuter avec les populations réfugiées et visiter les infrastructures prévues dans le cadre du projet en réponse aux impacts liés au déplacement de la Corne d'Afrique, appuyé par la Banque mondiale, ma collègue ici, ministre, secrétaire d'État aux Affaires sociales. Et tout l'honneur revient au commissaire des Nations Unies chargé de réfugiés, à travers lui, monsieur le représentant de l'HCR à Djibouti. Nous vous remercions. Et clôturant donc cette série d'interventions, le ministre de l'Intérieur, Hassan Ahmed Mohamed, a rappelé l'engagement du gouvernement djiboutien dans l'accueil, l'inclusion des réfugiés venus des pays limitrophes dès l'accession à l'indépendance. Le ministre de l'Intérieur. 90, des amis, je dis bien, venus majoritairement de la Somalie, mais aussi de l'Éthiopie et de l'Érythrée, sont installés paisiblement à côté de leurs frères et sœurs de la communauté d'Ali Adé. Je saisis cette occasion pour rendre hommage à cette formidable communauté haute qui accueille à bras ouverts depuis 30 ans nos frères fuyant les horreurs de la guerre qui déchire leur pays. Mesdames et messieurs, plus de 70% de ces réfugiés sont des femmes et des enfants. Depuis lors, les enfants des primo-arrivants sont aujourd'hui des adultes, 30 ans après évidemment, qui ont même engendré une descendance parfaitement insérée dans les tissus socio-économiques des communautés hautes. Le gouvernement de Djibouti et le HCR ont toujours assuré une parfaite coordination dans la gestion et l'amélioration des conditions de vie des réfugiés Ali Adé, mais aussi à travers tout le pays. Mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé hier, lors de la conférence ministérielle sur l'éducation des réfugiés, j'ai l'immense honneur de déclarer que désormais mon pays abrite des villages de réfugiés, et non plus des camps de réfugiés. Je voudrais officiellement à Ali Adé, devant la population réfugiée, de remettre officiellement
à son Excellence Monsieur le Haut-Commissaire pour les réfugiés, la loi sur le statut de réfugiés ainsi que le deux décrets promulgués par le Président de la République. Monsieur le Haut-Commissaire, vous avez la loi signée par le Président de la République. Merci. Voilà, au cours de cette cérémonie d'accueil, M. Filippo Grandi a participé aux côtés de la délégation ministérielle à la distribution des vivres pour les ménages les plus démunis du village de Ali Adé. Et conformément aux recommandations prises lors de sa tournée de concertation nationale à Lissabé, le ministre de la Santé a procédé à la remise des clés d'une ambulance flambant neuve pour le poste de santé de Ali Adé. Les clés ont été remises au directeur de l'hôpital régional d'Ali-Sabié, Mohamed Sougé Aynan. Puis en compagnie de M. Grandi toujours, la délégation ministérielle a effectué une visite dans le poste de santé pour s'enquérir du déroulement des activités de consultation de la caravane médicale. En effet, cette caravane médicale proposant des prestations spécialisées telles que la stomatologie, l'oréal, la rhumatologie, la gynécologie, la pédiatrie est à l'œuvre depuis quelques jours pour dispenser gratuitement des soins et des consultations aux habitants de cette localité. Et ensuite, la délégation et le haut-commissaire aux réfugiés ont procédé à la pose de la première pierre concernant le projet de réhabilitation et d'extension du poste de santé de Ali Adé. Les officiels ont ensuite visité la centrale solaire de Ali Adé, mise en place dans le cadre du programme d'électrification rurale et qui doublera la capacité de production d'énergie au début d'année. Et enfin, les officiels se sont rendus à l'école primaire Koulmié où tous les enfants des réfugiés suivent dorénavant le même programme que celui de tous les Djiboutiens. En recevant, donc, la population du village a offert sont cotisés également pour offrir à leur hôte de marque, M. Filippo Grandi, une chamelle en gestation comme le veut la coutume dans des circonstances pareilles. En recevant la chamelle, le haut-commissaire aux réfugiés a été particulièrement ému par cette marque d'hospitalité ancrée dans une culture de paix et de partage de la population djiboutienne. Et en marge de la visite du haut-commissaire toujours des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, le ministre de la Santé, et la secrétaire d'État à la solidarité nationale, aux affaires sociales, donc Mme Mouna Ousmane Aden, ont rencontré la population de Ali Adé pour discuter et échanger sur les questions qui les préoccupent, mais aussi et surtout pour écouter leurs doléances. Ainsi, les Ukal et de nombreux sages du village se sont exprimés tour à tour pour exposer leur point de vue sur les sujets divers et ont formulé les doléances multiples à l'endroit des membres du gouvernement. Par ailleurs, les intervenants ont également remercié le gouvernement djiboutien et en premier lieu le chef de l'État pour tous ses efforts consentis pour le développement du pays et plus particulièrement pour sa politique judicieuse en matière de développement rural. Le ministre de la Santé a exprimé sa satisfaction et celui du gouvernement quant à l'exemplarité et la singularité du village de Ali Adé en termes de cohésion et de partage. Et enfin, le ministre de la Santé a assuré qu'il transmettrait toutes ces sollicitations des habitants de cette localité au gouvernement qui est toujours donc à l'écoute de ses concitoyens et qui répondra alors incessamment sous peu à toutes les doléances formulées dans le cadre de cette concertation. À noter également la présence du représentant de la Banque mondiale à Tussek lors de cette rencontre avec les habitants de la localité de Ali Adé et bien sûr le secrétaire exécutif de l'ONARS. Nous restons toujours au sud du pays, mais à Arta cette fois, où la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Oumena Hamad Hassan, accompagnée d'une importante, de quelques membres de son département, de quelques cadres, et de l'UNFD, s'est déplacée dans les localités de Ouéa et de Karta. À son arrivée, la ministre a été accueillie par le préfet de la région, Abdoulaye Al-Uki, le président du conseil régional El Mebouh, du parlementaire Omar Wabeli, ainsi qu'une foule venue en masse. Également dans l'actualité, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a présidé ce matin une cérémonie de clôture de stage au camp Cheikh Ousmane en présence de l'ambassadeur
japonais Kakuda, donc l'ambassadeur par intérim. Ce stage a une durée de 3 mois, le deuxième du genre, des conducteurs des engins des travaux a été réalisé en partenariat avec les forces d'autodéfense du Japon, notamment l'unité du génie. À son arrivée sur les lieux, le général a été accueilli par le lieutenant-colonel Nageye, commandant du génie militaire de l'armée nationale. Il a ensuite passé en revue les troupes d'honneur avant de saluer un à un les stagiaires et les formateurs japonais impliqués dans ce stage. Était également présent à cette cérémonie le général Hassan Ali Kamel, le général Tahir Mohamed Ali ainsi que les chefs de corps de la garnison donc, de Djibouti et des nombreux officiers djiboutiens et japonais. Le général de division du Japon, Koshizuka, a ensuite procédé à la remise des certificats pour les stagiaires conducteurs des engins à travaux et les a félicités un à un. Écoutons l'ambassadeur par intérim du Japon accrédité à Djibouti qui salue donc l'effort consenti par les deux parties. Je voudrais féliciter tous les stagiaires de l'armée et forces d'armée, armée force égyptienne ici présente, pour terminer ce stage avec le grand succès en tant qu'opérateur et instructeur opération de machines pour aménagement routier. Je sais que vous avez bien travaillé avec les instructeurs japonais et fait des efforts vis-à-vis de ce stage. Je suis convaincu que vous, les stagiaires égyptiennes, avez acquis les capacités spécialisées à travers ce stage. En saisissant cette occasion, je voudrais exprimer mes sincères remerciements aux forces armées égyptiennes pour son aimable coopération et son précieux soutien de réaliser ce stage formation. Grâce à votre coopération et collaboration, ce stage s'est terminé avec les résultats fructueux. Et le général, donc le général de division du Japon, le général Koshizuka, a remercié l'état-major djiboutien pour son soutien afin que ce stage très important se déroule dans des bonnes conditions. L'écoute. First, I'd like to express my deepest appreciation to Djiboutian Armed Forces for holding this splendid ceremony and inviting me to this wonderful opportunity. Premièrement, je voudrais vous remercier du fond du cœur les forces armées djiboutiennes pour avoir organisé cette magnifique cérémonie et m'avoir invité à cette merveilleuse opportunité. Also, I'd like to thank Djiboutian Armed Forces and Djiboutian people for providing much support to this training. Aussi, je voudrais remercier l'armée égyptienne pour avoir supporté cet entraînement. I fully recognize that Djiboutian soldiers have strong will to learn everything and also have great ability to absorb knowledge and skill. Je reconnais pleinement que les soldats djiboutiens ont une forte volonté et ont aussi une grande capacité à absorber les connaissances et compétences. I hope that you will make the most of ability for your unit, Djiboutian Armed Forces, and your country from now on. J'espère que vous tirerez la meilleure partie de votre unité pour les forces armées djiboutiennes et à votre pays à partir de maintenant. Finally, I'd like to conclude my address, hoping further development of Djiboutian Armed Forces and the Republic of Djibouti, and also hoping enhancement of the relationship between Japan and Djibouti. Enfin, je voudrais terminer mon allocution dans l'espoir de poursuivre le développement des forces armées djiboutiennes et espérer également un renforcement des relations entre Djibouti et le Japon.
du Japon au Kozinga a ensuite donc procédé à la remise des certificats pour les stagiaires conducteurs donc des engins pour donc les engins de travaux. Les a félicités Anna. Le général de corps d'armée Sekele Chériboulam a reçu ce matin une forte délégation de l'armée française conduite par le général Montonkyo, directeur des relations internationales de l'état-major des armées. Le général Montonkyo était accompagné entre autres par le général ingénieur Stéphane Pichon, ingénieur en armement et sous-directeur Afrique et Moyen-Orient. Ont également participé à cette réunion le colonel Laval, l'attaché de défense auprès de l'ambassade de la France à Djibouti, le général de division Hassan Ali Kamil et le général Tahir Mohamed Ali, sous-chef d'état-major de la défense. Cette visite donc de haut niveau s'inscrit dans les bonnes relations d'égal à égal qu'entretiennent la République de Djibouti et la République française et les relations de coopération militaire de haut niveau qui perdurent depuis l'indépendance de la République de Djibouti en 1977. Les deux parties ont discuté des voies et moyens pour renforcer cette coopération militaire déjà au beau fixe. Ils ont aussi passé en revue les différentes crises qui secouent la sous-région. Dans le reste de l'actualité, un atelier de formation sur le droit administratif s'est clôturé jeudi dernier à l'Institut national d'administration publique, l'INAP. Cet atelier visait à donner des notions donc, sur le droit administratif à une cinquantaine de cadres, fonctionnaires ou agents conventionnés de l'État. Les démarches et procédures administratives à prendre en cas de litige entre employeurs et employés ont été ainsi expliquées. Les participants ont ainsi donc été initiés aux règles juridiques qui régissent les activités administratives. Ont assisté à la cérémonie de clôture de l'atelier le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Réforme administrative, Abdellah Ali Mohamed, et le directeur de l'Institut national de l'administration publique, Chelmake Idriss Ali. Écoutez donc le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Réforme administrative, M. Abdellah Ali Mohamed. J'espère que la formation en droit administratif qui vous a été dispensée vous sera utile pour l'actualisation de vos connaissances. La formation doit se faire tout au long de la vie. Elle est valorisante et enrichissante pour chaque agent qui veut évoluer dans sa carrière ou tout simplement qui veut acquérir des connaissances, une culture générale. Hier, au Palais du Peuple, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a organisé un atelier sous-régional de partage d'informations et de sensibilisation sur les dispositions donc, de la Convention relative au protocole de Londres en matière de prévention de la pollution des déchets d'immersion. La ministre par intérim de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a été représentée par le conseiller technique du ministère, Aden Hassan Elmi. L'initiative jouissait du soutien technique et financier de l'organisation régionale pour la conservation donc, de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, le Persga, et de l'organisation maritime internationale, l'OMI. Elle visait à apporter de meilleures solutions aux problèmes que peuvent poser la gestion des déchets et l'immersion des déchets en mer, mais aussi à faciliter la conception du cadre légal qui régit l'activité de préservation des eaux maritimes. Le représentant du Persga, Saleh Mohamed Ali, le représentant de l'OMI, Frédéric Hague, et le consultant François Marchand et des professionnels qui, issus de différents horizons de Djibouti et de la Somalie, en préparent à cet atelier. Techniques intervenant dans le domaine, les affaires maritimes, la capitainerie, les autorités portuaires et surtout les promoteurs d'activités, à savoir Doralé Container Terminal, Horizon Terminal, afin que tous ces partenaires, ces institutions puissent mettre en place une plateforme de communication, une plateforme de partenariat, afin que ces protocoles de Londres puissent être mis en œuvre. Et pour clore l'actualité nationale, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le FNUAP, a organisé des formations en cascade pour les cadres de la capitale et élus des 5 régions de l'intérieur. La formation a porté sur les textes de loi réprimant les MGF dans notre pays. Ces formations se sont clôturées et avaient pour objectif de fournir des informations aux populations sur les méfaits des pratiques et surtout les risques des mutilations génitales féminines. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Le parti en pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain, s'est réuni aujourd'hui pour élire son nouveau chef en remplacement donc de Jacob Zuma à 2 ans d'élection générale qui s'annonce délicate. Hussein est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonsoir.
Bonsoir, donc Asma Boubacar. Donc la course pour la présidence de l'ANC donc se résume à un duel serré entre donc l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa et l'ex-président l'ex-épouse du chef de l'État Dlamini Zuma. Le vainqueur donc s'y retrouvera en bonne position pour devenir le prochain chef de l'État en 2019. Et l'ANC domine la vie politique sud-africaine depuis donc l'élection de Mandela en 1994, concrétisant à la fin officielle du régime d'apartheid qu'il a combattu, mais il est aujourd'hui donc profondément divisé, en perte de vitesse, affaibli donc par un taux de chômage record à 27,7% et le multiples accusations de corruption qui visent donc Jacob Zuma. La frustration de millions de Sud-Africains noirs laissés pour compte de la nation arc-en-ciel donc est telle que l'ANC pourrait perdre donc en 2019 la majorité absolue qu'il détient donc depuis 1994. Le municipal en 2016 donc ont déjà servi d'avertissement à l'ANC. Le parti a perdu donc le contrôle de Pretoria et Johannesburg, donc les capitales économiques et politiques. Et aux États-Unis, Hussein, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a réclamé hier un arrêt prolongé du comportement menaçant de la Corée du Nord comme condition à l'ouverture des discussions entre Washington et Pyongyang. Oui, effectivement, donc Pyongyang doit donc mériter son retour à la table des négociations, a dit donc le secrétaire d'État américain lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Le chef de la diplomatie s'est donc rangé derrière la ligne dure du président américain Donald Trump. Tillerson a déclaré qu'une sécession durable du comportement menaçant de la Corée du Nord doit intervenir avant que les discussions puissent commencer. Ils sont seuls responsables de ces tensions et celles donc qui peuvent trouver une issue à ces tensions, a-t-il déclaré. Fait rare, l'ambassadeur nord-coréen à l'ONU donc a assisté à cette réunion qu'il a qualifiée donc de mesures désespérées des États-Unis terrifiés par la puissance nord-coréenne. Cette année, l'ONU a imposé donc à la Corée du Nord des sanctions économiques et sévères. L'un en août après des tirs des missiles intercontinentaux et l'autre en septembre après un essai nucléaire. Merci Hussein Aouled pour ces précisions. Voilà, ce journal nous a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.